Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Il y a quelques jours, j'ai regardé pour la xème fois, je vous avoue, au moins 3 ou 4e fois, le film La La Land. C'est un film qui est sorti en 2016 avec Ryan Gosling et Emma Stone. Et si vous ne l'avez pas vu et que vous comptez le voir, bouchez-vous les oreilles pour les 5 prochaines secondes parce que je vais balancer un spoiler. Dans le film, les personnages principaux dont on suit l'histoire d'amour ne finissent pas ensemble. La vie, leur carrière respective faisant que, ils sont passés à côté de leur histoire d'amour et ils finissent chacun par trouver quelqu'un d'autre. Et je me souviens encore du choc que j'ai eu à la fin du film la première fois que je l'ai visionné, parce que pour moi c'était évident qu'ils allaient finir ensemble. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et en fait pas du tout. Ils finissent pas ensemble, ils finissent chacun de leur côté. Il y a ce pincement au cœur quand ils se revoient et qu'ils se disent sans doute qu'ils sont passés à côté d'une belle histoire. Et c'est un peu comme dans la vraie vie. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça du tout. Pour moi, c'était vraiment, ça m'a mis une grosse claque. Je me souviens que j'y ai pensé pendant super longtemps après. Et là, en re-regardant ce film il y a quelques jours, ça m'a fait la même chose. Ça m'a fait pleurer comme une madeleine en me disant mais c'est pas possible. Et je pense qu'en fait, on a tellement l'habitude des happy endings, tellement l'habitude dans les Disney, dans les films à Hollywood, dans les livres les plus populaires que les choses se finissent bien, que le héros finit par triompher sur les méchants et que tout se finit bien, sauf évidemment dans Game of Thrones. Mais la différence avec Game of Thrones, c'est que dans La La Land, c'est vraiment, il y a tous les codes de la comédie, du film romantique, et donc il y avait vraiment cette attente que ça se finisse bien. Et là, c'est pas le cas. Et finalement, ça m'a fait réaliser, même si évidemment je le savais déjà, mais ça m'a fait vraiment prendre conscience à quel point, dans ces films, on nous montre vraiment la vie telle qu'elle devrait être. C'est-à-dire de l'amour, de la joie, de l'épanouissement, vivre heureux pour toujours. Mais est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que ça correspond vraiment à notre expérience de vie, à nous ? Bah non, sans doute pas. Et en réalité, quand je dis ça, je me dis, mais évidemment, c'est tellement naïf de penser que la vie serait comme dans les films. Mais mine de rien, même si on sait que, évidemment, les films, ce n'est pas la réalité, que les photos sur Instagram sont retouchées, et bien quand même, on va s'identifier, on va comparer, sans parler, encore pire, de ce qu'on visionne lorsqu'on est enfant, et qui peut projeter, je pense au Disney quand on était petit et petite, qui projette une image de ce qu'est la vie d'adulte, mine de rien. Et même si aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la réalité, on sait que la vie, c'est pas ça, quand bien même, au fond, on peut espérer que notre vie soit comme ça. Et ce qui se passe, c'est que quand on rencontre des pépins dans la vie, quand on rencontre des difficultés, quand on rencontre des obstacles, on se demande ce qui va pas chez nous. Et même si on prend un petit peu plus loin que les films, ça peut être l'image que véhicule la société ou notre entourage. Si on prend par exemple le modèle de nos parents, pour beaucoup, c'était assez linéaire, c'est-à-dire voilà, à tel âge, je termine mes études, je commence à travailler, quelques années plus tard, je me marie, ensuite j'ai 1, 2, 3 enfants peut-être, et idéalement on reste ensemble toute la vie. Même si pour ma génération, avoir des parents divorcés, ça devenait de plus en plus commun, c'était quand même pas normal ou honteux ou synonyme d'échec. Et malgré tout, malgré le fait que divorcer ce soit commun, qu'une rupture ce soit plutôt commun, que faire une reconversion professionnelle c'est plutôt commun, eh bien on peut avoir encore cette attente que notre vie soit un chemin linéaire. Et j'avais posté sur Instagram un petit dessin sur le chemin de vie, attente versus réalité. Et nos attentes, évidemment, c'est une ligne bien droite, diplôme, puis CDI, puis rencontrer la bonne personne, puis avoir la maison et le chien, puis avoir des enfants, et puis heureux pour toujours. Et la réalité, eh bien, c'est un chemin bien sinueux qui fait des belles boucles, ponctuées de ruptures amoureuses, de doutes, de burn-out, de recherche de sens, de changement de job. Et c'est ça la réalité. C'est tout à fait normal d'avoir un chemin de vie sinueux avec des hauts et des bas, et pas un chemin tout tracé où on trouve tout de suite les bonnes réponses, où on fait tout de suite les bons choix. Et suite à ce post, j'avais reçu des dizaines et des dizaines de commentaires, de messages privés, de personnes qui me disaient qu'elles se sentaient beaucoup moins seules en voyant ça, et que ça leur avait fait beaucoup de bien de voir qu'elles n'étaient pas anormales, parce qu'on vit tous
et toutes des ruptures, des recommencements, des galères, mais on peut avoir l'impression d'être seul à vivre ça, que les autres, ils tracent tout droit sur le chemin du bonheur sans se poser de questions, et qu'il n'y a que nous qui sommes perdus, qui nous posons des questions, et ça peut être encore plus accentué par parfois le regard de l'entourage, notamment de la famille, qui peut voir d'un mauvais œil le fait qu'on parte d'une relation où pourtant la personne, elle était tellement bien, ou qu'on quitte un CDI alors qu'on avait la sécurité de l'emploi, ou qu'on fasse et on prenne certaines décisions qui nous éloignent justement de ce chemin tout tracé, mais qui nous rapprochent aussi, ça c'est important de le dire, de notre épanouissement personnel ou professionnel. Et justement, quand on se sent pas épanoui, professionnellement, personnellement, peu importe, on peut avoir l'impression qu'on a un problème. Surtout quand on aurait soi-disant tout pour être heureux. Et ça, je pense que c'est le plus dur. Et ça vient aussi de certains mythes, de certaines croyances qu'on peut avoir sur le bonheur et qui, paradoxalement, nous empêchent vraiment d'être heureux ou d'être heureuse. Et dans cet épisode, je voudrais vous partager 4 mythes, 4 croyances sur les émotions, sur le bonheur qui en réalité nous rendent malheureux. Une fois n'est pas coutume, dans cet épisode, je ne veux pas vous proposer des outils ou des choses concrètes, mais plutôt des prises de conscience. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très important et que je vois très régulièrement chez les personnes que j'accompagne. Moi aussi, j'avais ces croyances sur le bonheur, sur les émotions, et vraiment prendre conscience que ce sont des croyances, que ce sont des mythes, ça aide énormément. Donc j'espère que vous aussi, ça pourra vous apporter ça, que peut-être que vous aurez des prises de conscience pendant cet épisode, en tout cas c'est l'objectif. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, je le tire en grande partie d'un ouvrage de Russ Harris qui s'appelle Le piège du bonheur. Russ Harris, c'est un médecin, psychothérapeute, conférencier australien et qui est une des références aujourd'hui pour la thérapie d'acceptation et d'engagement. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a formée à ça. Alors bien sûr, vous le savez, je ne propose pas de thérapie, mais j'utilise des outils de thérapie parce que je trouve que couplé avec du coaching, c'est extrêmement efficace. Et donc je me suis formée à la thérapie d'acceptation et d'engagement avec lui. Et après avoir lu justement Le piège du bonheur, ce livre est également disponible en français. Il n'est pas que disponible en Australie comme j'ai pensé pendant longtemps. En tout cas, c'est vraiment un mec exceptionnel et ses livres sont extrêmement accessibles, même si vous n'avez pas de notion de psychologie. Et donc, dans Le piège du bonheur, Russ Harris décrit 4 mythes sur les émotions, sur le bonheur, qui en réalité nous portent vraiment préjudice. Le premier, la première croyance que l'on a à propos du bonheur, c'est que être heureux, c'est notre état normal. Comme je vous en parlais en introduction, notre société, notre culture véhicule l'image que les humains seraient naturellement heureux. Sauf que, dans la réalité, dans les faits, un adulte sur 5 souffre de dépression dans sa vie. Est-ce que vous imaginez un adulte sur 5, et j'en fais partie, j'ai vécu une dépression pendant presque un an lorsque j'étais plus jeune. Et pour beaucoup, et je crois que c'était mon cas, on se dit mais moi ça m'arrivera jamais, je suis bien, j'ai pas de problème. Et en fait, ça nous tombe sur un coin de la tête sans qu'on s'y attende. Et puis on vit tous des deuils, on vit tous parfois la maladie, que ce soit pour soi ou autour de soi. Et sans parler évidemment de tous les problèmes que chacun traverse et qui peuvent fortement impacter notre santé mentale. Le stress au travail, un burn-out, une rupture, un manque de sens ou de but dans la vie, le fait d'avoir une faible estime de soi, subir du harcèlement, avoir des problèmes dans nos relations. Tout ça, ce sont des choses que tout à chacun traverse dans sa vie, et la vie est faite de hauts et de bas, de joie et d'épreuves, et le vrai bonheur est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Mais malheureusement, on croit souvent que tout le monde est heureux, sauf nous. Et forcément, ça nous rend encore plus malheureux. Parce que je me compare, je me dis que, bah oui, être heureux, c'est la norme, les autres, ils vont bien, et donc moi, j'ai un problème, moi, il y a quelque chose qui va pas. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait normal. C'est pas agréable, hein, évidemment, mais c'est tout à fait normal. Et quand on accepte que, ben non, être heureux, c'est pas l'état normal de l'être humain, ben on peut déjà aussi entrer dans une démarche d'acceptation. Et évidemment, accepter, ça veut pas dire aimer, ça veut pas dire apprécier ce qu'on est en train de vivre, mais simplement accepter que les choses sont telles qu'elles sont, qu'on est en train de vivre un gros bas, que ça ne va pas, et que, ben oui, ça fait aussi partie de la vie. Et je sais que je compare, là je me compare, mais parce que moi c'est vraiment ce qui m'a aussi fait réaliser ça, c'est que mon partenaire, il a vécu des choses beaucoup plus difficiles que moi dans sa vie, et il a pris conscience très tôt que la vie ce n'est pas que du rose, que ce n'est pas, voilà, que le deuil, la maladie, la souffrance font partie de la vie, et du coup il est beaucoup plus résilient aussi, de par ces épreuves-là, il est beaucoup plus résilient quand il lui arrive des choses
moins grave et puis même en général, il est quand même plus résilient. Et le fait d'avoir, pour ma part, été plus protégée ou plus épargnée jusqu'à maintenant de grosses épreuves comme celle-ci. Alors oui, il y a eu la dépression, mais je n'ai jamais vécu de gros deuil, à part des personnes très âgées, mais bon, c'est encore un petit peu différent. Ça fait que quand il m'arrive quelque chose, ça me surprend presque, comme si c'était pas normal. Alors que si, en fait, la vie, c'est pas toujours blanc, c'est aussi parfois noir. Et le fait d'accepter ça m'a énormément aidée à devenir beaucoup plus résiliente. Le fait d'accepter que non, être heureux n'est pas notre état normal, que des pépins, des difficultés, de la souffrance, ça fait jamais plaisir, mais c'est tout à fait normal. Ça aide à prendre du recul plutôt que se dire qu'on est malchanceux, qu'on n'a pas de chance, que la vie est contre nous. Parfois, on peut avoir cette impression. Et puis parfois aussi, quand ça va pas, on se dit qu'on a un problème, puisque la norme c'est d'être heureux et qu'on l'est pas. Ou qu'on se sent pas bien, ou qu'on est anxieux, ou qu'on est stressé, ou qu'on voit les autres qui ont l'air de tout bien gérer et nous pas. On se dit qu'on n'est pas normal. Et ça, justement, c'est tout à fait le mythe numéro 2, cette croyance que si tu n'es pas heureux, c'est que tu as un problème. Et c'est la suite logique de la première croyance. Être heureux, c'est normal. Donc, si tu n'es pas heureux, mais c'est toi qui as un problème. On nous renvoie l'image que être mal, être triste, avoir un moment down, c'est être faible, c'est que quelque chose ne va pas chez nous. Et je vois très souvent chez mes clientes, et notamment celles que j'accompagne sur le programme Libre, où on travaille plutôt sur l'estime de soi, la confiance en soi, j'entends souvent «Ah mais les autres, ils stressent pas autant, les autres, ils se posent pas autant de questions, ils cogitent pas autant que moi». Et peut-être qu'il y a une part de vrai. On n'a pas tous le même, j'ai envie de dire le capital anxiété. Non, ça veut rien dire. On n'a pas tous le même rapport, on n'a pas tous le même niveau de base d'anxiété, ça c'est évident. Il y a certaines personnes qui sont naturellement plus anxieuses que d'autres parce qu'il y a plein de facteurs, hein. Il y a le facteur génétique, il y a le facteur, de l'environnement, un parent qui était très anxieux et du coup on reproduit un petit peu le même fonctionnement, les mêmes schémas de pensée ou d'autres facteurs. Mais en tout cas, effectivement, on n'est pas tous égaux. Je prends l'anxiété, mais il y a d'autres choses qui vont aussi. On n'est pas tous égaux là-dessus. Mais le fait de se comparer, est-ce que ça nous aide ou est-ce qu'au contraire, on se sent moins bien, ça nous dévalorise et ça nous enfonce encore plus? Et souvent, c'est le deuxième cas. En tout cas, c'est ce que je vois très souvent, c'est que le fait de se dire bah, les autres, ils stressent pas autant, fait qu'on continue de se coller l'étiquette sur la tête de la personne qui est moins bien ou qui a un problème. Mais le fait d'avoir des pensées négatives, d'avoir des émotions qui sont très désagréables, bah, en réalité, c'est tout à fait normal. C'est juste notre cerveau qui fait son job. Notre cerveau n'est pas fait pour nous rendre heureux, il est fait pour nous permettre de survivre. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Et j'insiste là-dessus, vraiment, notre cerveau n'est pas fait pour nous rendre heureux. On a naturellement des mécanismes qui nous provoquent des émotions très désagréables, mais qui ont pour fonction de nous protéger. Par exemple, quand on a tendance à anticiper le pire, à être anxieux pour ce qui va se passer et comment les choses pourraient mal tourner, ben, le but de ces pensées-là, c'est de nous protéger. Quand je ressens de l'anxiété ou de l'angoisse, forcément, je vais éviter la source d'anxiété ou d'angoisse. Le problème, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on ressent parfois de l'anxiété et de l'angoisse face à un danger qui n'est pas réel ou une menace qui en réalité n'est pas grave, par exemple, je sais pas, échouer ou faire une erreur ou dire une bêtise devant les gens, c'est pas très grave et pourtant on va ressentir une forte anxiété. Et comme c'est une émotion qui est pas très agréable, on veut l'éviter et donc on se retrouve à éviter des situations où on pourrait ressentir de l'anxiété et de l'angoisse, sauf que, en contrepartie, on peut se priver de certaines choses, de certaines opportunités, de certaines relations, de certaines activités même. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre. Autre exemple, évidemment, c'est celui de la peur. Quand je ressens de la peur face à l'inconnu, par exemple, c'est mon cerveau qui est en train de me convaincre de pas y aller. Même si en réalité, la situation, ben, je suis dans une situation professionnelle qui, par exemple, ne me convient plus, et potentiellement, je pourrais être beaucoup plus épanouie si j'osais partir et faire autre chose. Mais comme je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mon cerveau dit non, 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 on n'y va pas, on reste là où on est, au moins on sait, même si on n'est pas heureux, au moins on n'est pas en danger. Et pareil, quand je me conforme aux autres, à leurs attentes, que je vais passer leurs besoins à eux en premier, quitte à ne plus être moi-même dans une relation, dans une situation, je pense que le travail c'est le bon exemple, mais ça peut aussi être dans la vie perso, on n'ose pas forcément être soi-même, mais on fait ça par peur d'être rejeté. Et tous ces mécanismes-là, autant des tigres à dents de sabre, ben, ça aurait été fort utile. C'était fort utile. Parce que si je ressentais pas de la peur à l'idée de me lancer dans quelque chose d'inconnu, eh ben j'irais en fait sans me poser de questions et potentiellement je me mettrais en danger. Le cerveau est fait vraiment pour nous protéger. Et pareil pour la peur d'être rejeté. Si j'avais pas peur d'être rejeté, eh bien justement j'aurais pu faire des choses qui potentiellement m'auraient valu d'être rejeté du groupe, d'être exclu
et j'aurais pas survécu bien longtemps parce que c'est difficile de chasser un mammouth par exemple si je suis tout seul, c'est difficile de me protéger de prédateurs ou d'autres groupes sans mon groupe à moi. Les humains, on est quand même relativement sans défense et donc notre force, c'est le fait qu'on soit plutôt intelligent et puis aussi le groupe. Et cette peur d'être rejeté, elle fait en sorte qu'on se conforme, qu'on s'adapte, qu'on fait en sorte d'éviter la critique, qu'on tente de plaire aux autres. Et aujourd'hui, on a toujours ces mécanismes-là, malgré le fait qu'on ne risque plus grand-chose. Mais malgré tout, on a toujours peur de la critique, on a toujours peur du rejet, on a toujours peur de l'abandon, parce que notre cerveau, il n'a pas beaucoup changé depuis. Et donc, ressentir tout ça, ça ne veut pas dire qu'on a un problème, c'est juste notre cerveau qui fait son travail. Et ça fait pas de nous quelqu'un d'anormal de ressentir beaucoup d'anxiété ou de ressentir des peurs, ça fait au contraire quelqu'un de tout à fait normal qui a un cerveau qui est bien câblé pour survivre. Et peut-être qu'un jour notre cerveau fera la mise à jour et qu'il prendra en compte notre environnement actuel et le fait qu'on soit plus menacé comme on l'était, mais c'est pas encore. La mise à jour n'est pas encore sortie, donc pour le moment il faut faire avec. Et on peut apprendre via, c'est ce qu'on fait en coaching avec moi, c'est ce que vous pouvez faire aussi en thérapie, on peut apprendre à justement avoir peur ou avoir toutes ces émotions-là et les gérer. Parce qu'on peut avoir peur et oser. Et au fond, c'est ça qui est important. C'est pas de ne plus avoir peur, c'est d'avoir peur et de quand même le faire. Et pas pour le plaisir de ressentir de la peur, mais parce que c'est important pour vous. Et pareil pour le stress, le but, moi je suis une personne assez stressée, et j'ai appris avec le temps que le problème, c'était pas le stress, c'était ma façon de réagir au stress. C'était ce que je pensais de mon propre stress. Et forcément, si je me dis, oh, je suis stressée, donc ça va mal se passer, ou je suis stressée beaucoup plus que les autres, donc j'ai un problème, donc je suis inférieure ou je ne sais quoi, ben là, ça devient un problème. Mais si je stresse et que j'apprends à gérer mon stress, et que je continue de faire ce qui est important, je continue de faire, et ben c'est pas un problème. Donc voilà pour ce mythe, cette croyance numéro 2, si on n'est pas heureux, c'est qu'on a un problème. Ben non, en réalité. Si on n'est pas heureux, si on a des pensées négatives, si on a des émotions désagréables, ça ne veut pas dire qu'on a un problème, au contraire, c'est que notre cerveau fait tout à fait bien son travail. Troisième croyance, et celle-là, elle peut vraiment faire beaucoup de mal, c'est que pour être heureux, il faudrait se débarrasser des émotions négatives. Déjà, je trouve que appeler les émotions négatives ou positives, c'est déjà un problème parce que forcément, si une émotion est négative, on n'en veut pas. C'est pour ça que vous m'entendez parler d'émotions désagréables parce que c'est ce qu'elles sont en réalité. Elles sont désagréables, elles sont pas négatives. Comme on le disait avant, elles ont un but, elles sont utiles, mais elles sont pas agréables, certaines, hein, c'est sûr. Se sentir anxieux, se sentir triste, se sentir coupable, ce n'est pas agréable, mais c'est pas non plus négatif. Et pourtant, il y a souvent cette croyance que pour être heureux, ou heureuse, il faudrait se débarrasser des émotions négatives qu'on ressent. Et alors, ok, personne n'aime se sentir triste, personne n'aime se sentir honteux ou ressentir de la culpabilité ou être en colère. C'est sûr que c'est pas très agréable. Personne n'aime le conflit ou les difficultés ou se sentir frustré ou être déçu. Mais en fait, tout ça, ça fait partie du package. Toutes les choses importantes pour nous viennent avec des émotions qui sont agréables et désagréables. Être en couple, par exemple, ça nous procure beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, du soutien, mais ça vient aussi parfois avec des conflits, avec de la déception, avec de la frustration. Et c'est ça en fait le package, c'est que ça vient avec les deux. Pour vous donner mon exemple, le fait de travailler à mon compte, d'accompagner des personnes, de me sentir utile, de gérer ma propre activité, fait que je me sens super épanouie, que je me sens libre, que j'ai trouvé énormément de sens dans ce que je fais dans ma vie, mais ça vient aussi avec du stress, avec de l'anxiété, avec des peurs, et c'est ça le package en réalité. Et si je veux éviter de ressentir ces émotions désagréables, si je veux m'en débarrasser, je risque simplement de passer à côté de choses qui sont vraiment importantes pour moi. Faire des choses qui sont vraiment importantes pour moi, qui comptent pour moi, ça vient très souvent avec de l'inconfort, ça vient très souvent avec des émotions désagréables, que ce soit lancer un projet qui vous tient à cœur, que ce soit se mettre en couple, que ce soit déménager ou changer de job, tout ça, ça vient avec de l'inconfort, ça vient avec des peurs, ça vient avec du stress, mais la question c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de les accepter, de les dépasser? Parce qu'on s'en débarrasse pas, elles viennent avec, et si on essaye de les éviter, on va aussi éviter des choses qui comptent vraiment pour nous. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. C'est pas vrai que pour être heureux, il faut se débarrasser des émotions négatives. Pour être heureux, pour se sentir épanoui, il faut accepter qu'il y ait des émotions négatives dans le cocktail. Après, à doser évidemment, hein. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que vous êtes toujours en conflit, que c'est pas sain, non, oui, il faut partir en effet.
Mais si vous n'êtes pas en couple par exemple et que vous avez peur de vous engager, que vous avez peur d'être rejeté, mais que vous souhaitez vraiment être en couple, construire quelque chose avec quelqu'un, eh bien ça vaut peut-être le coup de dépasser les peurs qui viennent avec. Donc voilà, pour être pleinement épanoui, on doit vouloir les émotions agréables qu'on ressentira si on atteint nos objectifs par exemple ou si on réalise nos projets et accepter qu'il y ait des émotions désagréables et de l'inconfort. Parce que, encore une fois, c'est le package. Et enfin, le mythe numéro 4, je pense que c'est la croyance sur les émotions qui est la plus dévastatrice, c'est celle que on devrait être capable de contrôler comment on se sent. Alors, c'est la plus dévastatrice, mais c'est aussi tout à fait normal de croire ça. Déjà parce que on arrive à contrôler beaucoup de choses autour de nous. On peut prendre un Doliprane quand on a mal au crâne, on peut mettre des vêtements quand on a froid. On arrive à contrôler plein de paramètres. Donc, évidemment, pourquoi on n'arriverait pas à contrôler ce qui se passe en nous? Et puis ensuite, le fait de contrôler nos émotions, c'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. On nous dit d'arrêter de pleurer, on nous dit de ne pas avoir peur la nuit, on nous dit d'arrêter d'être triste parce que c'est rien, et puis les vrais hommes ne pleurent pas, mais bon moi aussi j'ai eu un peu cette injonction de ne pas pleurer, et pourtant je suis une femme. Mais bref, du coup on pense qu'on devrait pouvoir contrôler nos émotions. Et puis en tant qu'enfant, on peut avoir l'impression que les adultes maîtrisent leurs émotions et que avoir nos émotions qui débordent, c'est vraiment un truc d'enfant, c'est un truc puéril, parce que les adultes autour de nous voilà, ils laissent rien transparaître. Quand on devient adulte, on se rend compte que la réalité est tout autre, mais on a imprimé qu'il faut contrôler nos émotions. Et en entreprise, c'est sans doute le paroxysme, mais en tout cas, on essaie de plein de manières de contrôler nos émotions, en refoulant par exemple nos émotions, notre colère, ou bien en mangeant nos émotions, moi c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, en scrollant à l'infini sur Instagram pour éviter de réfléchir un petit peu trop, en essayant de se concentrer à l'excès sur le positif. Tout ça, c'est plein de manières par lesquelles on essaye de contrôler nos émotions. Il y en a plein d'autres. Mais en réalité, on a beaucoup moins de contrôle sur tout ça qu'on ne le pense. Et pourtant, je continue de voir ces discours, notamment de certains gourous du développement personnel, mais pas que l'on pourrait contrôler nos émotions, contrôler nos pensées, changer nos pensées, la pensée positive. Faut arrêter avec tout ça. Non, ce n'est pas possible. On peut gérer nos pensées, nos émotions, mais le fait qu'elles surviennent, on n'a pas le contrôle là-dessus. Après, effectivement, on peut choisir comment on y réagit, mais c'est un autre sujet. Le fait de penser qu'on peut contrôler comment on se sent, fait qu'on se retrouve en lutte constante contre soi-même. Et comme en plus on n'y arrive pas, on se dit qu'on est nul, qu'on n'est pas capable de se contrôler, qu'on est faible, donc c'est vraiment la double peine. Et moi, c'était mon cas pendant longtemps. Je vous le disais juste avant, je mangeais mes émotions quand j'étais stressée, quand j'étais contrariée, quand j'étais frustrée, ça aussi. Quand je m'ennuyais, je mangeais. Et ensuite, je culpabilisais énormément. Et comme la culpabilité, c'était un sentiment pas très agréable, j'essayais aussi de le contrôler, de l'apaiser, de me distraire en mangeant. Donc c'était encore pire, c'était vraiment un cercle vicieux. Et puis ensuite, je me sentais triste d'avoir fait ça, je me sentais en colère contre moi-même de pas réussir à me contrôler, et c'était encore pire, et comme c'était des émotions encore plus difficiles, je continuais de manger, et c'était un mécanisme qui se répétait très très souvent, et tout ça parce qu'à la base, j'essayais d'éviter ou de supprimer mon stress, plutôt que d'accepter, pour prendre l'exemple du stress, d'être stressé, ou d'accepter de ressentir une émotion inconfortable, et de laisser passer en réalité cette émotion, parce qu'elle finit par passer, comme la frustration, comme l'inconfort, ça finit toujours par passer. Plutôt simplement que de m'asseoir avec et d'accepter que cette émotion est là, je rajoutais une couche en réalité. Le fait d'apprendre à accepter mes émotions, encore une fois, c'est pas les aimer, c'est pas les apprécier, surtout quand elles sont désagréables, c'est simplement accepter qu'elles soient là et les laisser partir sans en rajouter une couche. Ça a tout changé pour moi. Donc voilà pour cette 4e croyance qui vraiment peut faire du mal, parce que quand on essaye de contrôler comment on se sent, on sait comment ça termine. En général, c'est pas bien, ça termine encore pire, et c'est tout un apprentissage aussi de justement accepter la manière dont on se sent, plutôt que essayer de contrôler ou d'enfouir ou de supprimer nos émotions. Donc voilà pour ces 4 croyances, ces 4 mythes sur les émotions et sur le bonheur. Vraiment, elles ont la vie dure, et moi-même, je les ai crues pendant très longtemps. Et en prendre conscience, et prendre conscience aussi de l'impact que ça peut avoir de penser ça, l'impact que ça peut avoir de souscrire à ces croyances, ça permet d'arrêter de lutter contre soi-même, ça permet d'arrêter de lutter contre nos émotions, d'apprendre à accepter, d'apprendre à lâcher prise, et puis à garder notre énergie pour ce qui est vraiment important. Donc voilà pour cet épisode un petit peu différent d'habitude, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour, à m'envoyer un message notamment sur Instagram, mon Instagram c'est Steph Blue Lips, STEFBLUELIPS.
PS. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est toujours super intéressant pour moi de voir ce que vous pensez des épisodes, parce qu'au final, je vous ai pas en face de moi, donc je ne sais pas quelles sont vos réactions et si vous appréciez ou pas. Et puis, n'hésitez pas aussi, si ça vous a plu évidemment, à mettre des petites étoiles sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. En tout cas, merci aux personnes qui ont pris le temps de le faire et merci à vous qui m'écoutez semaine après semaine et qui me soutenez et qui soutenez J'ai peur donc j'y vais. C'est vraiment hyper important pour moi. Donc vraiment, merci pour ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de J'ai peur donc j'y vais. Retrouvez-moi sur mon site internet stefbluelips.com, stefbluelips.com ou sur Instagram @stefbluelips. À bientôt!